Le corps social, entre parenthèses, phénoménologie. La répétition anthropique. Grand A, la logique du développement. La guerre civile et l'économie politique. Petit 1, de l'être au tribalisme clanique. Première entropie, la conquête de l'histoire. S'il est vrai que les données économiques et technologiques ne sont pas encore suffisantes pour autoriser un autre mode de production, elles se font de plus en plus constitutives des infrastructures sociales. Ce mode de production, nous le verrons, sera créé de toutes pièces à partir de la décomposition de l'Empire romain, pour accéder à la paradoxale mutation spirituelle du Moyen-Âge, la négation du monde, puis sa décomposition. Ce développement doit être désigné comme le paradoxal. Le pouvoir créateur de la guerre caractérise le vieux monde. Elle défait le monde et le refait. Elle pose la problématique et la résout. Elle traduit à la fois le répétitif et l'anthropique. Il faut bien reconnaître ce pouvoir démiurgique du vieux monde. Le pouvoir de création de la guerre permet de défaire l'ontologie, le pur répétitif, et de créer et reproduire le mode de production esclavagiste. L'anthropique est lui aussi révélé par l'économie de guerre, selon les trois cycles que nous avons reconstitués. Répétition et entropie constituent la pure logique de la guerre, surdéterminant de toutes les manifestations du progrès, et paradoxale puisqu'elle apparaît comme, point de suspension, pacificatrice. Le commencement de cette phénoménologie est l'acte social par lequel se défait l'être se défait, par lequel l'être se défait, la rupture de l'être avec l'être, l'engendrement réciproque de l'endogamique et de l'exogamique devient disjonction. L'autre, la relation à l'autre est alors rejet, antagonisme, conflit. Cette reconstitution du mouvement fondamental de l'être, lorsqu'il se défait en historicisation, permet de faire apparaître les grandes lois de la socialité et de la sociabilité. Il faut penser l'échange comme un ensemble dialectique. C'est bien la perfection originelle qui condamne l'être à l'entropie. La relation à l'autre, le relationnel, en son origine, il faut en convenir, est réciprocité heureuse, complétude, engendrement réciproque de l'exogamie, de l'endogamie. Alors se développe la monade tribale, monde clos, sans porte ni fenêtre. Cette monade est par définition radicale exclusion de l'autre tribu. L'endogamie est plus le moyen de la réciprocité, n'est plus le moyen de la réciprocité, mais de l'exclusion. Le statut de l'endogamie tribale est fondamentalement contradictoire. Son rôle est décisif. Il est à la fois le moyen d'inclusion de l'autre dans le même, exogamie clanique, et exclusion de l'autre par le même, de tribu à tribu. Cette ambiguïté du relationnel se constitue et se reproduit avant toute psychologisation. Celle-ci, si on la fait intervenir, doit être proposée selon cette ambiguïté constitutive du relationnel. Nous tenons là les conditions d'un conflictuel qui, lorsqu'il se développera jusqu'au bout de sa logique, ne peut qu'en venir à la guerre. C'est que la monadologie tribale est déjà, en ce principe, pluralisme de l'être. Deux points, les tribus. L'être se redistribue, se manifeste en étant le même et l'autre. Ce scandale logique est le principe du conflit. Car alors, pourquoi les étangs ne fusionnent pas pour se confondre dans le même? C'est qu'ils sont différents. À partir du même se développe la singularité de chaque étang. Celle-ci repose sur des particularités climatiques, géopolitiques, de situation stratégique, etc. Mais au-delà de ce circonstanciel, la singularité se fait irréductible par le système des totems et des tabous spécifiques à chaque tribu.
Plus la menace de l'autre, entre parenthèses tribu, se manifeste et plus ce système se réifie. La monade tribale est bien un scandale logique. Le même est différent. Autant de même, autant de singularité. Le vertige logique et ontologique ne se traduit pas en école philosophique, mais en résolution guerrière. C'est que chaque tribu est doublement menacée par l'autre tribu, menacée par un autre qui est devenu totalement différent, porteur de la trahison intime lui-même, et porteur du résultat maléfique de cette trahison. L'autre devient l'ennemi, celui qui met en cause l'existence même de la tribu. C'est la situation de la guerre civile du même, de ce qu'il ne peut que devenir. Il ne peut y avoir conflit qu'à partir du même, de l'identique, du lien commun, de l'enjeu commun, de point le tribalisme. Alors les différences deviennent des concurrences, chaque singularité se développe en tant que négation du même, originel, et en tant que négation de l'autre singularité. Cette situation condamne le tribalisme à une réification totale. Chaque tribu, pour persévérer en son être, renforce sa singularité et par conséquent son opposition à l'autre tribu. L'ultraconservatisme de l'exogamie clanique est le corollaire de cette transmutation de l'autre en ennemi, en principe de négation. L'exogamie, devenue conflit, est la cause de l'étonnante pérennité du clanisme, une entropie qui conservera intact cet échange originel. La cité antique est la solution de la problématique posée par le tribalisme, et au second moment de la répétition anthropique. La situation de guerre civile généralisée ne peut qu'en venir à la guerre hégémonique totale extrémiste. La cité antique résulte de l'annexion ou de l'élimination radicale des autres tribus. C'est le triomphe du tribalisme sur le tribalisme, d'une tribu sur les autres tribus. Alors la mesure proposée, le système de la parenté, celui de l'endogamie tribale et l'exogamie clanique, connaît un avatar essentiel, une restriction fondamentale. Si répétition il y a, elle doit composer avec le surgissement d'un autre système relationnel. Autrement dit, le principe répétitif doit tenir compte du développement, les deux termes se combinant même en complémentarité. Mais tout cela grâce à la guerre. Le développement, alors, ne peut être que la guerre, celui de l'économie de guerre. Celle-ci est à la fois expression et règlement de la situation tribale, de son impasse conflictuelle et accession, de point de suspension, au mode de production esclavagiste, point d'exclamation. La problématique du tribalisme prouve sa solution définitive. Le conflictuel métaphysique, la guerre des étangs, issue de la chute de l'être, accède à sa résolution économico-politique. La mise en forme tribale se continue en problématique économique. La situation existentielle devient l'intentionnalité sur laquelle peut se greffer, se développer les premiers éléments de l'économie politique. Nous proposons là l'origine de la guerre, sa raison d'être. Elle est la rencontre et la confusion de deux causalités originellement étrangères. D'une part, l'intentionnalité belliqueuse issue du conflit inhérent à la division tribale, et d'autre part, le projet économique, celui du développement sans appareil économique médiateur. La guerre est le principe de ce développement en tant qu'expression de l'impuissance économique, échangiste de la tribu. Elle traduit un manque, la grande absence de la médiation. Elle permet ainsi d'éterniser le répétitif tout en accomplissant une mutation relative, interne, anthropique. Celle-ci apparaît déjà comme une structure, un système qui fera l'essence même de la féodalité, sa double signification, double conséquence de la guerre. Au vainqueur est dévolue la terre à exploiter. Le colon, c'est-à-dire le vieux soldat qui reçoit comme récompense de sa bravoure une fixation à domicile, le droit d'exploiter le vaincu, l'esclave. La main-d'œuvre devenue nécessaire appartient au sol.
ce fait moyen de l'exploiter. Au-delà des déterminations originelles de la tribu, se crée un mode de production qui est une double exploitation de la terre et de l'homme. La guerre crée l'économie de guerre. Elle détermine les fondements de l'économie politique, d'avant l'économie politique. Elle joue le rôle d'un mode de production sans production. Cette économie est un aboutissement, elle achève tout un parcours. Celui-ci commence par la guerre civile des tribus pour en venir à la guerre hégémonique qui s'achève par le triomphe d'une tribu sur les autres tribus, l'origine de la cité antique. Pour que l'économie politique accède à sa propre nature, à son autonomie catégorielle, il faut un conditionnement phénoménologique qui apporte les conditions d'antériorité de mise en place historique. Cette économie ne peut fonctionner que si l'histoire propose le conditionnement logique de sa naissance. Il faut un vainqueur et un vaincu, puisque c'est la loi même de la guerre, pour que le vaincu se transforme en moyen de production, en outil de travail, et le vainqueur en gérant et surveillant. Alors peut apparaître et se développer la vie domestique, antichambre de la vie privée, grâce à l'esclavage domestique, à l'affranchi qui devient libre comme salaire de son travail spécialisé, ainsi le précepteur. L'esclavage est aussi nécessaire aux grands travaux et à l'élémentaire production de série, des outils de travaux. La féodalité sera l'exploitation de cette situation, du progrès apparu par l'exploitation de l'homme. Il faudrait reprendre les fondements de l'ethnophilosophie et même de l'ethnologie, leurs entités constructivistes, primitives, sauvages, barbares, civilisées, pour les dialectiser en fonction de l'impossible économie politique. Il faudrait corriger aussi l'implicite idéologie idéaliste et même manichéenne qui est sous-jacente à cette terminologie, celle de l'affrontement du pur et de l'impur, de l'originel et de l'historicité, de l'innocence et de la perversion. Le mal, alors, n'est pas originel, il vient d'ailleurs. La logique de l'entropie révèle au contraire que le mal est dans le même, originel. Le barbare naît du conflictuel constitué par le clonage tribal. La dialectique du barbare et du civilisé est en particulier totalement manipulée et même faussée, alors qu'elle se révèle moteur de l'histoire, principe du développement paradoxal, ignoré des spécialistes du monde, de la répétition anthropique de ces trois grandes périodes. La guerre civile du même est le cycle répétitif qui cache la dialectique du développement. Celle-ci est barbarie pacificatrice. Elle a le pouvoir d'engendrer des modes d'existence urbanistiques et infrastructuraux dont l'organisation fonctionnelle et relationnelle tend à substituer aux coutumes tribales, de point la cité antique et l'empire. Ce développement se fait selon les trois grands cycles. C'est d'abord le tribal, première atomisation sociale. Du jeu des ressemblances et différences naît la guerre civile du même. Celle-ci devient la guerre hégémonique qui permet à une tribu d'accéder à un pouvoir absolu. C'est l'unification de la cité antique et la pacification. Du développement et de la concurrence des cités antiques naît et renaît la guerre civile du même. Celle-ci devient la guerre hégémonique qui permet à une cité d'accéder au pouvoir absolu. C'est l'unification de l'empire, le point de suspension, et la pacification. Alors se révèle un autre pouvoir organisationnel et souterrain du vieux monde, pouvoir démiurgique, qui consiste à intégrer, absorber et surdéterminer toutes les données techniques et économiques qui apparaissent et s'accumulent dans le champ historique. Ces données interviennent tout d'abord empiriquement et partiellement dans la logique de la guerre. Ce sont elles qui, en dernière instance, font la différence, la suprématie d'une tribu, d'une cité antique, d'un empire. L'économie de guerre est certes répétitive, mais selon une progressive succession des cycles, qui n'est autre que la manifestation et l'ordonnance du progrès. Un sens est déjà sous-jacent au devenir du vieux monde, qui donne sens au répétitif, mais qui doit encore se soumettre aux déterminations du mode de production esclavagiste.
Ce sens du non-sens du répétitif a même le pouvoir d'engendrer la réalité sociale, d'objectiver le développement technologique et économique. Le relationnel et le fonctionnel se formalisent et se codifient selon des formes urbanistiques, de quoi la cité antique et l'Empire. La phénoménologie du vieux monde se dispose alors selon deux grandes périodes, celle de la chute ontologique dans l'historicité, le pur parcours de la répétition anthropique dans le mode de production esclavagiste, et celle où ce répétitif a le pouvoir d'intégrer, de surdéterminer le progrès en des lieux synthétiques urbanistiques. Le système de la parenté, en tant que mesure de la répétition anthropique et reconstitution de son parcours, témoigne aussi de ces deux grandes périodes. Il est le lieu démonstratif par excellence, celui de l'engendrement, du relationnel, de la dialectique, de l'endogamie et de l'exogamie, du même et de l'autre. En sa première période, il est le lieu de rupture avec l'être, chute ontologique, mais acquisition du pouvoir de répéter. Ce système de la parenté, d'engendrement réciproque de l'endogamie et de l'exogamie, devient la disjonction qui est à la fois le péché ontologique et pouvoir de création. Car il ne faut pas penser la chute de l'être comme on pense le péché originel. À la place de la chute irrémédiable qui ne peut mettre qu'en état de péché, apparaît la distorsion originelle, la dispute de la créativité historique. C'est en ce sens qu'il faut entendre la situation ontologique et sa chute. Certes, celle-ci a valeur symbolique de commencement de fiction gnoséologique, mais aussi et surtout, elle signifie la sortie effective du cocon ontologique de l'immobilité de l'être. C'est le mouvement social qui apparaît en tant que création du tribal, en tant que contradiction qui autorise la dynamique sociale, les spatio-temporalités de la tribu. On peut même penser que l'entropie est créatrice et qu'elle est un pouvoir élémentaire de synthèse, ce qui donne la seconde période, celle de la cité antique et de l'Empire. C'est qu'alors, l'entropie apparaît comme un manque, une absence qui ne peuvent plus être comblées et qui joue le rôle de structure d'accueil des éléments nouveaux de la technologie et de l'économie. Ces éléments d'abord de substitution, de juxtaposition sont intégrés selon de nouvelles pratiques fonctionnelles et relationnelles et tendent à se raccorder en de nouveaux ensembles organiques, urbanistiques. Mais cet élargissement du champ pratique a comme corollaire le resserrement du pouvoir politique qui en vient un noyautage. Il faut que ce qui a été accordé dans le développement économique et politique soit rattrapé, compensé ailleurs et selon l'instance sociale qui peut se prêter à ce rôle, le système de la parenté. À cette mise au point sur les deux grandes périodes de l'entropie et sur la dialectique de l'endogamie et de l'exogamie, après cette mise au point sur les deux grandes périodes de l'entropie et sur la dialectique de l'endogamie et de l'exogamie, nous pouvons reconstituer la phénoménologie de cette seconde grande période, celle de la cité antique et de l'Empire. Point. Donc on commence à rentrer dans l'histoire. On dirait qu'il appelle ça la chute de l'être, d'une certaine manière. Il le dit plusieurs fois, c'est la première fois qu'il dit ça, je crois. Mais à la différence de certains autres, il ne dit pas d'une manière, il n'y met aucun élément axiologique, quoi. Il ne le connote pas d'un point de vue négatif d'un être qu'il faudrait récupérer, mais d'une, voilà, effectivement, au contraire, bien au contraire, d'une nécessité, quoi, pour
que le développement vient d'abord, apparemment, d'après ce que je comprends, l'économie de guerre entre les tribus, puis qui donnera les prémices d'une économie l'économie politique digne de ce nom. Voilà, là aussi, il n'y a pas de. On pourrait penser là qu'il ne fait pas. Il n'y a pas non plus là de données historicistes très particulières, pour le moins qu'on puisse dire. Il ne se base pas sur des études ethnologiques, paléontologiques, etc. Mais il balaye effectivement en quelques pages, en gros 6 pages, donc le tribalisme. Pour ensuite préparer à ce qui suivra, c'est-à-dire la cité antique. Et donc il fait suivre cette chute de l'être par ce qu'il appelle, je crois souvent, la répétition anthropique. Je sais pas, le terme répétition, Kluska il emploie souvent l'idée de la répétition, que ce soit dans le lettre et le code, au niveau de la genèse du sujet, l'importance du rythme, c'est-à-dire, et là aussi d'ailleurs, il en parle. Donc il attache, enfin bien souvent pour le commun, voilà, des discussions, etc., la répétition c'est un côté négatif, on radote, on dit toujours la même chose, etc. Donc c'est plutôt négatif, et en général, là, ce que Kluskar dit, en fait c'est un moyen, le répétitif, bien souvent de sortir de l'être. C'est vrai dans l'être et le code, puisqu'on sort de l'être, les premiers éléments, donc c'est la tétée à heure fixe, etc., qui induit un certain rythme, qui modèle notre appréhension des choses dans les plus bas âges. Et puis là, on a l'impression aussi que finalement, ce rythme, il en a parlé aussi avant, du rythme. Bien là, encore une fois, la répétition, le rythme, la répétition donc est quelque chose qui est vu de manière positive en quelque sorte, puisque ça fait sortir de l'être, du cocon ontologique, pour se diriger vers finalement la société, etc. Alors je sais pas, la répétition, moi parce qu'il fait aussi pas mal référence là au système de la parenté. Alors, le système de la parenté, il y fait référence plusieurs fois là, dans ces pages. Alors je pense que là, clairement, le système de la parenté, c'est très lié justement à la notion de répétition, quoi, finalement, puisque d'un point de vue en fait, quasi ontologique, tu as l'individu organique, mais même c'est valable aussi chez les animaux, le système de la parenté, c'est-à-dire que qu'il y ait une parentèle, c'est quelque chose qui ne va pas de soi, quoi, et qui, d'après ce que je comprends, intervient aussi dans le développement
développement historique de la cité, des tribus, etc., etc. Et donc on part d'après ce que je comprends, là, il y a une économie de guerre qui sera finalement les prémices de, quand il n'y a pas de mode de production, voilà, qui sera les prémices de l'économie politique qui arrivera plus tard, sans doute au moment de la cité antique, dans une optique d'abord de bouche à nourrir, d'un centre urbain, il fallait le dire après, je crois, et qui se nourrit par tout ce qu'il y avait, toute la campagne environnante. Quelque chose qui est intéressant, je trouve, quand il parle d'entropie, c'est que, si je me souviens bien de la physique, l'entropie, c'est quelque chose qui est aussi défini au niveau spatial, en fin de compte. Thermodynamique. Oui, et au niveau spatial. Mais là, l'entropie au niveau anthropologique, c'est plus au niveau temporel, si je comprends bien. C'est-à-dire que ce qui peut poser problème à la société, c'est quand elle se stabilise et qu'elle devient tout le temps la même, finalement. À un moment donné, et c'est là où l'entropie devient, entre guillemets, temporelle, c'est-à-dire pour l'homme, justement, qui est en rapport avec son passé et son futur, c'est quand il peut y avoir entropie quand ça se réifie, quoi, c'est-à-dire quand ça devient tout le temps la même chose. Et il le dit d'ailleurs, à un moment donné, il dit, à un moment donné, le système explose, et puis alors il faut détruire pour reconstruire. C'est intéressant, je trouve, ce passage de l'entropie au niveau de l'inorganique à l'entropie au niveau anthropologique, c'est-à-dire dans le sens de sa conscience, et que quand les choses deviennent indifférenciées, c'est-à-dire qu'elles se répètent d'événement en événement, c'est l'état de mort, en fin de compte. Et l'homme ne peut pas, ne le supporte pas, parce que ça serait ennuyeux, peut-être, je ne sais pas. Il a aussi ce pouvoir de création et de ne pas répéter tout le temps les mêmes choses, parce que sinon ça serait étrange d'avoir un futur qui est égal au passé, etc. Ouais, je crois qu'on en avait parlé déjà la dernière fois, là, en fait, dans l'entropie, c'est un terme physique donc, qui désigne le fait qu'il y ait une homogénéisation finalement des choses, et qui d'ailleurs se comprend mieux d'ailleurs en le confrontant à son contraire, qui est la négantropie. Par exemple, le processus de vie est un processus qu'on dit négantropique, puisqu'il va à l'encontre de la diffusion, puisqu'il y a une organisation de la vie, etc. Donc là, je pense qu'au niveau, à son niveau là, je pense qu'il, oui, c'est un relâchement, à partir d'un certain point acquis, finalement, une dérive homogénéisante de la vie sociale entraîne des grandes tendances de l'organisation, des organisations sociales. Là aussi apparaissent les termes d'endogamie et d'exogamie. Donc, on en avait parlé aussi la dernière fois, endogamie tribale et exogamie clanique, c'est-à-dire que ça supposerait qu'il y a dans une même tribu, il y a différents clans qui restent dans la tribu, mais qu'il y ait des échanges dans les parentèles, comme on dit, entre les différents clans. Donc ça serait... ça, il en parle, il parle aussi de
notion de même et d'autre, quoi, hein, finalement, qui... à travers l'opposition des tribus. Une perception de l'autre comme une perception exclusion, quoi, de l'autre quand il appartient à l'autre tribu, que ce soit quelque chose de très enraciné, quoi. Alors qu'effectivement le même serait à l'intérieur de la même tribu, quoi. D'où ces guerres tribales. La guerre crée l'économie de guerre, elle détermine les fondements de l'économie politique, d'avant l'économie politique. Elle joue le rôle d'un mode de production sans mode de production. Ça, c'est un point peut-être indiscutable, parce qu'il y a une économie politique de la tribu, de la monade originelle, en dehors de la guerre. Le cueilleur fait des répartitions du travail, une division du travail, dans la tribu, il y a un pouvoir, il y a cela indépendamment des phénomènes de guerre. Mais moi, ce qui me surprend, enfin, ce qui ne me surprend pas, mais je veux dire, ce qui m'interpelle, c'est que on voit apparaître un mot qui, à ma connaissance, un mot que j'ai mal lu, n'apparaît pas auparavant, qui est le mot de tribu. Et le programme du texte, c'est de l'être à la tribu, de l'être au tribalisme clanique. En fait, le texte qui suit, à mon avis, le titre ne résume pas le texte, parce que le texte qui suit, c'est un texte qui nous parle du passage du tribalisme clanique considéré comme la forme historique initiale d'organisation humaine à la cité. Ouais. Avec les phénomènes de concurrence entre tribus, de guerre entre tribus, etc. Donc, le titre comble quelque part un vide entre le livre 8 et le livre 9, parce que précisément, ce texte sur le passage de la fin du livre 8 au phénomène tribal, il n'est pas dans le livre. Il n'est pas là. Comment on passe de la structuration de la subjectivité des considérations, quel que soit ce qu'on peut en penser par ailleurs sur la phylogénèse, à la tribu. On rentre dans l'histoire, on rentre dans la préhistoire, ou plutôt, on arrive là où peut-être on aurait dû être depuis le début, je ne sais pas. Dont acte, hein, mais là il y a quand même une césure dans le bouquin, à mon avis, importante. Ensuite, je te disais tout à l'heure, c'est un récit qu'il nous propose, un scénario qui va nous permettre de voir l'engendrement réciproque du rationnel et du réel, et le saut de quelques millénaires en quelques pages de la tribu la plus primitive jusqu'à l'Empire au sens de l'Antiquité. Deux choses sur ce récit. La première chose, c'est que je pense qu'il y a des récits alternatifs possibles, et que, par exemple, dans l'origine
de la famille, de la propriété privée, etc., ou dans 30 d'Octao, on trouve d'autres choses, hein, sur l'économie de subsistance, sur comment l'économie politique du groupe, hein, s'installe et se développe, comment le commerce naît du surplus. Moi, je crois que ça naît aussi du surplus, hein. Ça ne naît pas que de la prédation. Et donc, c'est ma deuxième remarque, mettre la guerre au cœur du processus d'hominisation, d'une certaine façon, au moins à ce stade, c'est un parti pris philosophique intéressant, qui a une antériorité assez ancienne, hein. Héraclite ne disait pas ça, Héraclite. Hein. Le conflit est mère de toutes choses, ce qu'on traduit par la guerre est mère de toutes choses, mais c'est dans une autre considération, qui est une considération dialectique sur la place de l'antagonisme dans la dynamique de la nature, comme dans la dynamique du monde, et même la dynamique du surmonde, puisque les dieux eux-mêmes sont dans cette situation d'opposition. Bon, la guerre, oui, la guerre, c'est évidemment quelque chose qui a joué incontestablement dans la dynamique d'hominisation au stade évoqué, qui est celui de la tribu et de ce qui suit la cité. Mais il y a aussi la collaboration, il y a aussi le système de la guerre est complexe, puisque la racine anthropologique de la guerre, c'est pas seulement la guerre pour les femmes, c'est aussi la guerre symbolique, c'est la guerre économique, il le dit d'ailleurs, puisqu'il fait de la guerre. Donc c'est un scénario, mais je ne suis pas sûr que ce soit complètement satisfaisant, je sais pas. Chez Train-Ductao, la dialectique est beaucoup plus subtile, à mon avis, parce que, je parle de mémoire, chez Train-Ductao, c'est le rapport à la nature dans le contexte d'une économie de subsistance qui crée les conditions d'une hiérarchisation du groupe, d'une territorialisation du groupe et d'une concurrence échange avec l'extérieur. Concurrence parce que la subsistance n'est pas acquise et qu'il faut bouffer, mais collaboration parce que d'autres contraintes de diverses natures font qu'à un moment, on doit aussi se reconnaître et travailler ensemble. Et Train-Ductao, il dit aussi tout ça avec la hiérarchisation du groupe, la constitution du message, du commandement, comme moment lié à la praxis du pouvoir et en même temps comme moment d'établissement d'une sorte d'institutionnalisation du langage, de fixation du langage, par le signe d'abord, hein, et puis, d'abord, par le signe et par le mot. Le code, la naissance du code dans la praxis, et dans l'émergence des nécessités praxis. C'est un autre scénario qui me semble aussi très intéressant. Il y a les signes symboliques aussi, tout ce qu'on appelle aussi les signes de prestige, pour créer les codes, les hiérarchisations. Oui. Le pouvoir. Je veux dire, c'est pas que le langage en tant que langage articulé, il y a aussi
Oui, des signes. Le geste aussi. Le geste aussi. Puis Il y a un bijoux, c'était un vieux moment d'émerveillement. Il y a un beau texte de Tran Duc Tao sur la communication pendant la chasse, où il explique la nécessité de la gestuelle de la chasse pour des questions d'indication, de silence, etc. Et ce que ça implique du point de vue de l'organisation du groupe, qui doit nécessairement reconnaître celui qui donne le signe, qui peut être le plus ancien, qui peut être aussi le plus fort. Enfin, vous voyez, il y a tout ça. C'est un texte très dialectique, un passage très intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai lu le début. L'origine du langage et de la pensée, c'est ça. Je n'ai pas lu tout. Ça, c'est très... c'est très lointain, probablement, ça. Parenthèse, il y a un texte de Tran Duc Tao qui est paru dans la Nouvelle Critique dans les années 70, un article où il explique comment il a quitté les bases philosophiques de la phénoménologie husserlienne. Et mais il l'explique aussi dans le Husserl Remarque. Il explique aussi, oui. C'est que ça, en gros, comment il se détache. Ça doit être un résumé de ce bouquin-là. Qui reconnaît effectivement tout. Ça doit être un apports article qu'il doit à sorti à Husserl. l'occasion de ce bouquin. Il date de quand, ce bouquin? 50, c'est juste après-guerre qu'il a fait, 55 par là. Alors je pense que ça, c'est un bouquin. C'est bien. Ah ouais, non. Puis 51. Non, ça c'est le. Ah oui, c'est phénoménologie matérialisée. Voilà, oui, ça j'ai lu ça. Oui. Mais ça, c'est très phénoménologique. Oui, mais Oui, mais il va beaucoup plus loin dans l'autre livre. C'est un redressement matérialiste de ce texte-là. Mais déjà, celui-ci est très matérialiste. Oui. Mais j'ai fait ça. Mais de toute façon, moi je pense qu'effectivement, autant Kouskar que Tran Duc Tao sont, effectivement, c'est ça ce qui fait leur intérêt, sont dans des explications qui font appel à un automouvement, une systémique de l'intérieur, qui tout se développe effectivement de l'intérieur sans faire appel à des catégories externes. Et là, je pense que là, typiquement, on a un exemple de ce que fait Kouskar à ce niveau-là, comme il l'a fait dans tout le bouquin, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout un développement qui est logique, qui ne fait pas appel à des données. Il n'y a pas de données, donc empiriques spécifiques dans ce livre. C'est pas son problème. Effectivement, donc il y a voilà, il fait émerger effectivement toute cette séquence depuis l'être jusqu'à l'Empire, de manière quasiment systémique. Voilà, ce qui est intéressant, puisque là, effectivement, il y a des notions, qui découlent du niveau, je pense, ontologique. Quand il fait le rapport entre le même et l'autre, en parlant de tribu, mais il a déjà fait avant le rapport en parlant parce qu'il peut faire d'ailleurs une transition entre les deux. Il a parlé avant, dans le livre 8, de l'autre et du même. Donc, il en avait parlé aussi aux notions, comme quelque chose relevant aussi de l'être organique aussi, puisque l'individuation, elle est déjà présente dans l'être organique. Donc
cette notion de l'autre, finalement, qui là non plus ne va pas de soi, quoi, elle intervient déjà au niveau de la subjectivité et elle est aussi au niveau des tribus. Hein, c'est-à-dire le tribu, autant de même, autant de singularité. Hein, donc, le vertige logique et ontologique ne se traduit pas en école philosophique, mais en résolution guerrière. Enfin, je crois que aussi bien chez Traducteur que chez Puskar, c'est de prendre les briques initiales au niveau ontologique et effectivement de faire découler une évolution historique de manière interne, de manière systémique à partir de ces briques, sans rajout extérieur de résidus qui pourraient être là pour le coup transcendantaux. Voilà, le même et l'autre, aussi le système de la parenté qui finalement qui est un héritage de l'être organique et qui vient se greffer pour travailler le développement de l'être social et à travers les différents collectifs qui se succèdent. Il faudrait creuser la chose beaucoup plus que je ne l'ai fait, mais il y a un truc moi, qui me pose question, c'est cette notion de tribalité esclavagiste. Parce qu'il me semble que l'esclavagisme, ça pourrait presque être pensé comme une phase déterminée, singulière, parce que peut-être pas valable partout, et surtout tardive de la tribu. La première phase étant l'élimination pure et simple du corps étranger par la mastication et la digestion. Ah, l'anthropophagie. L'esclavagisme suppose une organisation sociale qui renvoie à l'existence de besoins sociaux avérés et d'une organisation économique. On n'emploie pas des esclaves, on ne se met pas à cultiver parce qu'il y a des esclaves. On attrape des esclaves et on les fait travailler parce qu'il y a une organisation sociale où déjà il y a une hiérarchie avec des maîtres et des tailles de propriété, des tailles ou en tout cas de propriété collective, si elle n'est familiale, qui justifie qu'on ait besoin de main-d'œuvre. On est déjà presque dans une logique de cité avec l'esclavagisme. Donc pour moi, tribu et esclavagisme, c'est pas superposable. Quoi. C'est vrai que la compartimentation n'est pas nette. Là, il en parle au sujet au début, c'est le système de la parenté. Et le premier il, ça se rapporte, il est le lieu démonstratif par excellence. Ça se rapporte au système de la parenté, c'est-à-dire que le système de la parenté du mode tribal, c'est celui-ci dont on parle, et c'est celui-ci apparemment qui est le lieu de rupture avec l'être, et la chute ontologique, mais acquisition du pouvoir de répéter. De répéter quoi? De répéter le système de la parenté. C'est-à-dire, si tu fais de l'endogamie tribalique et de l'exogamie clanique, à ce moment-là, là tu acquiers un pouvoir de répétition, ce qui te fait chuter ontologiquement. Alors d'où on part pour chuter? Alors ça c'est autre chose. Apparemment on devrait partir d'un endroit où il n'y aurait pas ce système de la parenté. Ou alors qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, mais... donc en fait
cette répétition anthropique, ça serait ce système de la parenté qui prévaudrait dans les sociétés tribales, d'après ce qui est... Mais alors on ne comprend pas du coup comment... qu'est-ce qu'il y avait avant, quoi. À part un coup, il parle de... je sais pas quoi... Au début, il parle de quelque chose qui était avant. Bon. Voilà, par exemple, là, oui. C'est bien la perfection originelle. C'est-à-dire qu'apparemment, originellement, l'être était parfait. C'est bien la perfection originelle qui condamne l'être à l'entropie. La relation à l'autre, le relationnel, en son origine, il faut en convenir, est réciprocité heureuse. Complétude, engendrement réciproque aussi, de l'exogamie et de l'endogamie. Pratiquer l'endogamie, exogamie, ou pour les nécessités de la survie? Non, c'est pas dit. Peut-être pour parvenir... alors je ne sais pas, parce qu'il dit il est à la fois donc ce statut d'endogamie tribale et fondamentalement contradictoire. Son rôle est décisif. Il est à la fois moyen d'inclusion de l'autre dans le même, exogamie clanique. Il y a un clan qui est à l'intérieur de la tribu, il y a de l'échange, et exclusion de l'autre par le même, de tribu à tribu. Ce qui fait que l'autre tribu apparaît comme l'adversaire désigné, quoi, et donc qui aboutira. Après, il dit nous tenons là les conditions d'un conflictuel, vu qu'ils s'excluent mutuellement, qui, lorsqu'il se développera jusqu'au bout de sa logique, ne peut convenir à la guerre. Voilà. Alors, qui dit guerre dit logique économie de guerre, l'interprétation possible, ça, mais je sais pas. Bah, ce qui est vrai, c'est que c'est une tentative là d'expliquer par une certaine forme de logique, dialectique, etc., une séquence historique, sans faire intervenir la moindre catégorie positiviste, on va dire, quoi. Il n'y a pas là, il suit quelque chose sans faire absolument intervenir une quelconque donnée empirique, positiviste, etc. C'est-à-dire qu'il arrive, il n'arrive pas, mais par l'automouvement, un peu comme traducteur sans doute, il arrive à déduire une évolution de groupes sociaux, donc à travers cette séquence uniquement logique. C'est un peu ce qu'il va chercher à faire aussi dans l'être et le code, étant donné que là aussi il emploie ce modèle logico-historique pour traiter du passage de l'Antiquité à la féodalité. Et il est toujours dans cette perspective-là, je crois, Foucault. C'est-à-dire qu'il est toujours, effectivement, il refuse d'employer des données empiriques, mais uniquement dire le réel selon sa logique. Donc il ne va pas remettre des... On en arrive toujours à ce point, cette pierre d'achoppement, quoi. Bon, effectivement, moi je crois que la démarche est tout à fait louable, parce que les autres démarches se heurtent à des problèmes, des problèmes de discontinuité entre les séquences. Là, le problème, c'est est-ce que son interprétation à lui, se situant volontairement qu'au niveau logique, est-ce qu'elle est concluante? Bon, je ne sais pas. Hein,
est sur un terrain très difficile, parce qu'on est obligé de construire des modèles. La question, c'est de savoir comment on construit les modèles, avec quels outils, quels appareils conceptuels. Et en l'occurrence, je pense que c'est très difficile d'abord de parler du tribalisme en général, parce qu'il y a autant d'expériences que de tribus. Donc on doit construire des modèles pluriels où on peut imaginer que les principes constitutifs et génétiques de la chute dans le tribalisme ont joué de manière différente, pour des raisons qui peuvent être des raisons tout simplement climatiques, des raisons de territoire, des raisons concrètes qui poussent les hommes à se réunir, à s'organiser, à faire face. C'est ce que j'appelle la logique de la survie, c'est l'économie de subsistance. Le problème des économies de subsistance se pose de manière différente d'un territoire à l'autre et d'une région à l'autre. Que là-dedans, la question de l'exogamie et de l'endogamie est jouée, oui, bien sûr, mais comme effet ou comme cause? Parce que la postuler comme cause, c'est très structuraliste, très structural comme démarche. Moi, je pense qu'il faut voir la complexité du phénomène plutôt que la réduction à un principe unique fondateur, qui en plus fait abstraction quand même des réalités concrètes telles qu'on peut les supposer, puisqu'on est amené à les supposer. Alors bien sûr, je ne dis pas que la question des alliances entre clans n'est pas une réalité concrète, mais il y a aussi des réalités concrètes, très directes, très matérielles, comme la question de la bouffe, la question de l'élevage des enfants, etc., etc. Quant au modèle qu'il donne plus loin du phénomène de l'Empire, bon là on arrive quand même à avoir des données plus précises au fur et à mesure qu'on étudie des empires plus proches de nous, avec un patrimoine, une mémoire. Et là encore, ce qui ressort des études empiriques, c'est positif, si tu veux, c'est positiviste, si tu veux, pourquoi pas, mais ce qui ressort des recherches qui sont menées sur ces questions-là, telles que je les connais, c'est quand même une grande diversité de processus de constitution des empires. Les empires ne se sont pas constitués d'une manière homogène, et entre l'empire égyptien tel qu'on peut commencer à concevoir comment il s'est constitué, et puis l'empire grec, la période hellénique, la réalité est extrêmement différente. Hein. Il n'y aurait jamais eu d'empire grec s'il n'y avait pas eu les colonies grecques. Et les colonies grecques, elles sont nées du système de crédit à Athènes. Elles sont nées de là. Elles sont nées du fait que l'esclavage, le développement de l'esclavage a rejeté des gens, a conduit des gens à s'endetter, donc des agriculteurs, hein, à s'endetter non pas pour acheter des esclaves, mais pour faire face à l'arrivée d'une main-d'œuvre bon marché qui nécessitait de regrouper de plus en plus grosse, une accumulation primitive si on veut déjà, regrouper des parcelles de terre de plus en plus importantes pour pouvoir
rester compétitifs d'une certaine façon, et les rejetés de ce système, qui s'étaient endettés pour financer cette accumulation la plupart du temps, se sont retrouvés assignés, obligés de prendre un bateau et d'aller fonder une ville quelque part pour pouvoir vivre. Sinon, ils étaient chassés d'Athènes, point barre. Ils s'étaient chassés d'Athènes ou de B, etc., enfin des cités grecques du 7e siècle. Tout ça, c'est les années 700, 600, 700. Première colonie grecque en Sicile, c'est 735, Naxos. Bon. C'est des Eubéens qui viennent. Mais c'est le système de crédit, c'est-à-dire déjà une organisation sociale extrêmement développée qui fait ça. Et Alexandre, alors bien sûr c'est beaucoup plus tard, c'est 4 siècles après, Alexandre rassemble tout ça dans une organisation politique qui s'étend, mais on ne passe pas directement de la cité grecque dans son état de la Renaissance grecque du 7e siècle à Alexandre. Avant, il y a toute cette démarche de colonisation qui est déjà une démarche impérialiste intermédiaire à l'Empire. Et bon, alors ça c'est qu'un exemple, mais on pourrait parler c'est ce dont il parle après. Des Hittites. J'ai lu un article intéressant sur les premiers travaux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup encore, mais sur la fondation de l'Empire hittite. C'est encore tout à fait autre chose. On arrive à identifier des facteurs. Vous voyez, ça vraiment, je crois que les modèles, des modèles trop simplistes sont quand même vivent mal quand même quand on rentre dans le vif des connaissances. C'est comme la question du commerce de guerre. La guerre crée le commerce. La guerre crée le commerce, oui et non, parce que bien avant l'apparition des cités, on a des traces de grands réseaux commerciaux, de très grands réseaux commerciaux à la dernière période de l'Antiquité, le néolithique. On a trouvé des objets qui avaient cheminé pendant 3000 km pour arriver là où on les a trouvés, parce qu'on sait qu'ils sont fabriqués dans un truc qui a une pierre ou un métal, enfin une pierre, qui n'existe qu'à tel et tel endroit, et pas du tout dans la région, quoi. Donc il y avait des réseaux commerciaux, il y avait des... tout ça c'est un peu... ça interpelle ces modèles-là, quoi. Et je crois que la praxis, elle ne se réduit pas à des principes simples, mais qu'on ne cesse d'approfondir la connaissance de la praxis au fur et à mesure qu'on étudie les sociétés très anciennes. C'est ce que j'aime dire sur ce qui a déclenché la colonisation en Grèce. C'est très proche du modèle qu'il explique pour lui, pour présenter l'émergence de la noblesse de Rome et finalement d'une force politique et sociale alternative à la féodalité, tu vois, elle est produite par le système lui-même. Je pense que c'est ce genre d'explication qui fonctionne dans une rationalité matérialiste. Peut-être, non, je ne sais pas. Peut-être qu'il dirait que ça relève justement de la phénoménologie et non pas de la logique. Voilà. Lui veut se situer uniquement à ce niveau-là, puisqu'apparemment il dit que, voilà, en gros, on n'a pas le droit, si tu veux, de convoquer des catégories qui sont anachroniques. C'est un peu ça qu'il dit. En quoi elles sont anachroniques ? Les catégories qui sont
convoqué pour donc expliquer ces séquences par les paléontologues, par les anthropologues, sont des catégories qui ont été constituées qui sont les catégories constituées une fois que la pratique est elle-même, la praxis est constituée. Donc les faire intervenir là sur est-ce que là on n'a pas justement dans une forme de gnoséocentrisme anachronique, quoi, hein. C'est-à-dire que je pense que, et pas avec un résultat concurrent qui soit lui non plus tout à fait convaincant, quoi, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc moi je pense que sa tentative de résoudre ce problème par la logique, en dénonçant justement le fait que l'homme naturel, enfin l'homme originel serait court-circuité et qu'on en viendrait à l'homme naturel directement, me semble quand même tout à fait louable. Je ne sais pas si elle correspond effectivement ou pas au réel, mais néanmoins sa démarche est logique, je dirais, hein, par rapport au but qui se propose de développer le réel selon sa logique. Par exemple, je sais pas, là, tu vois, là, par exemple, il dit le problème du même et de l'autre. Il parle de vertige logique et ontologique du même et de l'autre. Enfin, le fait de voir une tribu autre, quoi. Donc ça c'est des données qui ne sont pas prises en compte, si tu veux, par le positivisme et le scientisme en général, quoi. Lui, il te parle de ça, effectivement, comme quelque chose qui ne va pas de soi et qui l'amène, après avoir amené avant, au niveau de la subjectivité, quelque chose qui n'allait pas non plus, soit l'autre est le même en tant qu'individu différent, quoi. Donc je pense que il travaille, si tu veux, plutôt à ce niveau-là, et à mon sens, on ne peut pas lui donner tort, parce que ceux qui ne travaillent pas à ce niveau-là arrivent à des impasses, quoi. Donc, je ne sais pas si lui n'arrive pas à une impasse. En tout cas, je pense que sa démarche, tout comme celle de Traducteur d'ailleurs, est tout à fait acceptable, quoi, recevable. Je pense pas qu'on puisse, et je pense pas qu'on puisse la qualifier de non matérialiste, au contraire. Je pense que le fait d'expliquer ces périodes-là avec des abstractions qui sont faites a posteriori, hein, c'est là qu'est en gros l'idéalisme quelque part, puisque tu viens finalement appliquer à une période, une instance qui est inventée finalement, même si c'est inventé à partir de la gnoséologie actuelle. Je ne vois pas pourquoi il est inventé. Je ne vois pas pourquoi il est inventé. Quand tu retrouves une statuette égyptienne en Espagne, par exemple, ça en dit long sur la circulation des marchandises au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est pas inventé. Non, c'est pas inventé. Ou alors l'archéologue est venu avec la statuette dans sa valise et puis il voulait faire un scoop. Mais bon, ça peut arriver, hein. Il y en a eu des cas comme ça. Mais non, c'est pas inventé. C'est simplement l'état, à un moment donné, d'une compréhension, en tout cas d'une information, d'une documentation sur une période qui est incontournable. Il faut admettre qu'elle puisse à un moment questionner une reconstruction logique, parce que c'est un scénario, c'est une reconstruction logique. Avec quand même cette différence entre... Parce que c'est très hegelien tout ça, il y a
il y a vraiment quasiment, on lit ça, on se dit ça ne pouvait pas se passer autrement, quoi. Hein. Alors c'est pas le mouvement de l'esprit, c'est le mouvement... Quand on lit ça, tu veux dire Oui, l'enchaînement tribalisme, cité, empire, puis ensuite on arrivera à nation. Bon, mais c'est séduisant. Oui, c'est séduisant, mais c'est très hegelien, c'est séduisant. Enfin, hegelien au sens où il y a effectivement, comme tu le dis justement, une logique qui est exposée. Elle n'est pas de même nature que la logique hegelienne, au moins en apparence, parce que, effectivement, on ne met pas ça sur le dos de l'esprit. Mais Hegel, lui, quand il fait ce travail-là, il force, il donne une interprétation d'un niveau de savoir, d'un état de savoir, qui est celui de son temps, mais c'est un homme qui lisait énormément, qui avait, à une époque où, il ne faut pas l'oublier, l'Allemagne du début du XIXe siècle, et n'est pas que romantique, elle est aussi travaillée par les questions de l'anthropologie philosophique, la question d'ouverture sur le monde, la question des cultures. Hein, c'est l'époque de Guillaume de Humboldt, des frères Humboldt, c'est tout ça, c'est cette époque où on s'interroge sur le sens de l'histoire, sur la hiérarchie des races, un tas de thèmes comme ça. Et on s'interroge. Et Hegel, c'est quelqu'un qui prend ça très au sérieux, qui va au fond des choses, qui lit énormément, qui se documente. Bon, puis à la fin, il arrive avec une philosophie. Il en sort une philosophie. On peut en penser ce qu'on veut, mais là, on a des concepts qui s'enchaînent, mais je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on pourrait faire un autre scénario. Tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'on ne dit pas ce scénario-là est nécessairement le bon, parce que ça se passe comme ça, parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est ça. Et peut-être que demain on se dira c'est pas le bon, parce qu'on a trop à trouver des trucs, mais aujourd'hui on ne peut pas dire autre chose que ça. Là non, c'est... et alors on joue sur des catégories, l'autre, le tien, le mien, etc. C'est très marrant parce que quelqu'un qui conteste en permanence la modernité, c'est truffé d'emprunts à Lévi-Strauss, d'emprunts à Freud. Mais pour les retourner en général. Oui. Non, je ne dis pas qu'il les phagocyte, mais il les emprunte quand même. Hein. Oui, pour les alors au moins il y a par contre des emprunts sur comment dire, l'essai de compréhension de l'économie politique du tribalisme, il n'y en a pas, ou très peu. Contrairement à Trump du Tao qui, lui, est ancré là-dedans. Voilà, bon, c'est tout. Mais il n'y a pas d'interdit à être hegelien. Hein. Ça, hein. Edmond sur le fait parfois que les positivistes, ça reste insatisfaisant, c'est que Kluskar, comme philosophe, s'intéresse à la subjectivité en fin de compte. Et il y a des passages avant qui sont intéressants, je trouve, où il revient justement sur l'animisme. Il dit cela en fin de compte. Il dit que ce soit l'animisme, l'Esprit Saint, le panthéisme, la subjectivité ne se reconnaît jamais en tant que telle. Son pouvoir de création est soit imputé à la nature, soit au divin. Et ce refus de se reconnaître est à l'origine du dualisme esprit-matière. Et c'est ce qu'il dit après, qui est intéressant, il dit, c'est qu'il est bien difficile de se reconnaître. Procès de création, qui serait donc un immanentisme miraculeux de la pensée de l'être, car engendrement réciproque par le faire, la praxis. Donc,
un peu plus tôt, ce qu'il dit, il finit là justement un article qui s'appelle L'animisme, origine de l'inclusion et de l'exclusion. C'est au livre 7. Et donc il dit là justement, si le primitif est là, ici et maintenant, c'est sur le mode de l'animisme, qui est le système d'exclusion, participation, qui l'amènera à la dualité organisationnelle du totem et du tabou. Alors, effectivement, peut-être ce à quoi ne s'intéresseraient pas beaucoup peut-être les positivistes, c'est cette idée de se reconnaître, et puis aussi peut-être l'idée de la transgression pour essayer de changer les règles, d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, effectivement, je ne sais pas si Kluskar reprend ses problèmes là, quand il essaye d'expliquer le passage, par exemple, du tribalisme à l'économie de guerre qui pourrait amener à la domestication, enfin, je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai que ce que tu dis, la subjectivité, c'est difficile de se reconnaître, le procès de création, c'est ce qu'il dit. Ah oui, qu'est-ce que c'est que la subjectivité? Bon, comment la praxis, effectivement, on transforme la nature, mais la subjectivité, oui, c'est la subjectivité. C'est difficilement... c'est difficile et tu l'imputes forcément à des données, à une nature transcendante ou à une nature divine, mais c'est difficile de se... La subjectivité, c'est d'après Kluskar, il me semble, hein, c'est simplement le support de la praxis. Quoi. Mais ça, c'est vrai que les positivistes ne se posent pas cette question-là. Kluskar, là, quand même, est assez radical quoi, dans son... Alors, si la subjectivité, après, elle va se décréter aussi après coup, peut-être comme au résultat, si tu veux, de la production. Peut-être après. C'est facile, une fois que c'est par la période cartésienne, etc., que finalement la subjectivité viendra capter le résultat, elle viendra se mettre au résultat de la production. Et donc, là, d'emblée, en montrant que, effectivement, finalement, la subjectivité n'est autre que quelque chose qui est un apport pour la production, défait un peu, tente de déconstruire un peu cette espèce de main basse sur la production, que lui, après, on verra, montre qui se passe au niveau de l'époque de l'émergence du capitalisme et puis de l'individu bourgeois, etc. Et c'est peut-être aussi ça aussi qui est peut-être utile aussi dans parce que quelque part, ce Kluskar, il veut effectivement restituer, si tu veux, à la praxis son pouvoir central, quoi, finalement. D'ailleurs, quand on entend parler aujourd'hui des Gilets jaunes, bon, tu te dis, ces gens-là, ils parlent vrai, quoi, bon, ils parlent de leur truc. Est-ce que s'il y avait quelqu'un pour
théoriser leur discours au-dessus, quoi, ce qui paraît plus vrai qu'eux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui viendrait chapeauter finalement ce discours la praxis, quoi. Est-ce que ce ne serait pas au contraire une dégradation finalement de cette praxis, quoi. Un peu ce que dit Kouskar. C'est un peu la praxis a été quelque part kidnappée, quoi. Par un pouvoir mondain que lui date de la période cartésienne. L'émergence de la bourgeoisie de Rome, statut de l'intellectuel, etc. Alors là, il est bien avant tout seul. Si je te comprends bien, il pourrait y avoir trois praxis. Donc une praxis qui serait non dégradée, qui serait peut-être à définir. Une praxis qui serait bourgeoise, c'est-à-dire justifiée par le je pense donc je suis, par certaines classes sociales, et puis un autre plus en amont qui serait justifié par des transcendants, que ce soit la nature, l'animisme ou Dieu. Bon, je pense que dans les passages après, la Kouskar montre effectivement que au moment de l'émergence de l'individu, parce que le capitalisme tout simplement a besoin, voir aussi les textes sur le lien entre le protestantisme et puis le capitalisme, hein, donc effectivement, et il a besoin aussi que le travail soit, parce que le travail était vide, enfin, le travail c'est dans la noblesse, aucun noble travaillait, dans l'Antiquité encore pire, c'est vraiment une déchéance, quoi, une déréliction de s'occuper des trucs totalement domestiques, etc. Donc, et donc la bourgeoisie émergeant, forcément, le travail a un autre statut, puisque justement, elle veut elle-même, elle va exploiter donc, le travail et tirer du profit de ce travail. Donc, mais néanmoins, il y a effectivement d'après Kouskar, à ce moment-là, malgré le surgissement de cette praxis par l'économie, un recouvrement, une captation par la bourgeoisie de Rome pour que, même si le travail n'est plus vu comme quelque chose de vil, il reste quand même dans le giron de la classe dominante, qui est la bourgeoisie. Je pense que c'est ça. Alors après qu'il aille montrer par l'ontologie en quoi, effectivement, la brique ontologique qu'est la praxis est quand même quelque chose un socle sur lequel, finalement, la société se construit, me paraît quand même un peu intéressant, quoi, pour... Enfin, je suppose, j'en sais rien, quoi, mais ça peut être un point à saisir, si tu veux, qui peut-être à la fin de ce livre, peut-être qu'on arrivera mieux à démêler tout ça, mais bon, alors de la praxis avant, je n'ai pas compris ce dont tu parlais. Si praxis c'est activité, qu'activité c'est être,
agir consciemment avec certains symboles qui justifient ce qu'on fait, etc. Je disais juste que différentes praxis dans ce cas-là. Par exemple, l'animisme c'en est une. Tu trouves ta justification parce que tu réfères à des ancêtres et t'inventes un monde qui t'explique pourquoi tu es là, pourquoi d'autres choses sont là, pourquoi elles sont comme elles sont, etc. Après, tu as eu d'autres justifications. L'animiste avait des choses plus divines, des monothéismes, etc. Puis après, il y avait la praxis bourgeoise, si j'ose dire, avec l'émergence d'individus rationnels qui prennent vraiment qui essayent de comprendre le monde tel qu'ils peuvent le faire, avec des nouveaux moyens intellectuels, et puis peut-être encore des nouvelles praxis. Mais même, tu parlais de la période on va dire, quasi préhistorique, etc. Donc là, même en fait, l'animisme, c'est quoi? C'est que tu imputes finalement à des forces extérieures une certaine forme de praxis, c'est-à-dire le tonnerre, bon, bah, c'est une forme de praxis imputée. Voilà, en fait, c'est le décalque de ce qui se passe au niveau de la praxis de ces gens-là, pour expliquer le tonnerre ou des phénomènes naturels inexplicables, eh ben, il impute à une forme irrationnelle qui serait, elle aussi, responsable de cette praxis-là, en envoyant la foudre, en envoyant, je ne sais pas, quel mythe, l'ensemble des mythes raconte tout ça à perte de vue, quoi. Donc, mais là, c'est l'imputation d'une praxis constatée sur place à des puissances irrationnelles. De toute façon, Kouska, il y a toujours dans ses bouquins une partie logique et une partie phénoménologique, quoi. Regarde, tu regardes le Capitalisme de la séduction, tu as la phénoménologie, bon, c'est les jukebox, c'est les flippers, c'est les machins, et puis il t'en déduit une logique du mondain, c'est-à-dire qu'à travers, effectivement, la logique arrivant après dans son explication, quoi. Il fait d'abord la phénoménologie du capitalisme, du libéralisme libertaire, et puis après. C'est un peu le plan hegelien qui transpose en quelque sorte dans ces. Moi, ce que je pense, c'est que Kouska dans son texte, c'est quand même pas facile à lire. Il donne un scénario de la transformation de la base matérielle et de ses effets symboliques et en termes de hiérarchie d'organisation sociale, mais que ce scénario il ne part pas d'une compréhension complète de précisément ce qu'on pourrait appeler les caractères généraux de la base matérielle du tribalisme. Comment, pourquoi le système tribal s'organise comme il s'organise. Je parle uniquement en termes généraux parce que je pense qu'il y a une telle variété que, si ce n'est pour assurer l'existence du groupe, le fonctionnement du groupe et la subsistance du groupe. Et ça, bien sûr, la guerre, mais en même temps que la guerre, le commerce, bien d'autres dimensions de la praxis ont joué sur le système tribal pour le faire évoluer vers le système des cités.
sans qu'on ait besoin pour autant de renvoyer ça à des jeux catégoriels entre l'autre, le chez-soi. C'est la praxis au sens de relation à la nature, d'inscription dans la nature qui est à mon avis le moteur de tout ça.